Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je vais appeler bilan de l'année 2019. J'ai en fait pris la vidéo de l'année dernière que je vous ai postée sur cette chaîne il y a très peu de temps. J'ai envie voilà, de refaire un petit peu cette vidéo différemment, donc en fait je vais vous faire deux vidéos. Celle-ci qui du coup correspond à un bilan de l'année qui se termine. Et ensuite je vous ferai une vidéo de nouvelles résolutions. Je voudrais commencer cette vidéo en reprenant en fait mes résolutions de l'année dernière. C'était plutôt des projets que des résolutions d'ailleurs. Mes résolutions de 2019, j'avais dit que l'année 2019 sera l'année de mon mariage, en tout cas de l'organisation du mariage, parce que le mariage effectif, on n'était pas sûr de pouvoir le faire en 2019 et il était plutôt prévu pour 2020. Et ça, du coup, c'est une et en fait, donc je parlais de ça et je parlais du fait que j'aimerais que, à l'heure où je filmerai l'autre vidéo, je voudrais que le mariage soit quasiment terminé d'organiser. Et c'est une résolution qu'on peut dire qui est réussie, c'est un projet qui est réussi parce que le mariage est organisé, on n'est pas encore marié, hein, on se marie au printemps 2020, donc là dans un peu plus de 6 mois. Ça passe trop vite. Et le mariage est organisé. Voilà, on sait qui on invite, on sait où est-ce qu'on le fait, on sait quel budget on met, j'ai déjà ma robe, il va me manquer, voilà, j'ai pas encore les fleurs, le bouquet, j'ai pas encore les chaussures, mais voilà, mon chéri n'a pas encore le costume, mais voilà, on a le photographe, voilà, on a tout qui est conçu dans notre tête. Il va manquer maintenant à orchestrer la cérémonie laïque qu'on va faire. Mais voilà, l'organisation globale est créée, tout le monde est au courant, je crois que tout le monde est au courant. Voilà, il reste quelques petits soucis logistiques à gérer, mais l'organisation du mariage, effectivement, ça a fait partie intégrante de toute l'année dernière. On s'est bien pris la tête pour savoir ce qu'on allait faire et finalement, maintenant, c'est quasiment fait. Deuxième chose que j'avais notée, je voulais avoir démissionné de mon boulot salarié pour me consacrer à 100% à mon projet de coaching, à mon activité de coach. Et c'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois. Je vous l'ai peut-être pas dit ici. Non, je crois que je vous l'ai pas dit sur Valeco. Par contre, si vous me suivez sur mon compte Instagram, donc c'est mon compte Coriès Tournée en fait, @Coriès Tournée, j'en ai fait une vidéo IGTV. Donc mon compte Instagram ressemble à ça. Hein. Vous l'avez ici, c'est celle-ci, hein, dans les vidéos IGTV au milieu, vous l'avez ici. C'est une vidéo que j'ai appelée La fin d'une étape de vie, le début d'une autre. Voilà, et en fait j'ai parlé pendant 10 minutes du fait que j'ai filmé la vidéo le soir même de mon dernier jour en tant que salarié. Donc j'ai démissionné au mois de mars 2019. C'est lié en fait à ça, et j'aurais peut-être même dû le dire avant. J'avais parlé dans ma dernière vidéo que nous comptions avec Paul faire une retraite de silence tous les deux et qu'on allait le faire dans les jours qui allaient suivre. On allait partir... enfin, je vais parler au passé du coup, parce qu'on est parti dans une yourte pendant 2 jours, 48 heures, un peu moins de 48 heures. Et on avait décidé de faire cette retraite de silence ensemble, mais on n'allait pas parler. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai mis sur Valeco il n'y a pas longtemps. J'ai ensuite publié la vidéo de notre retour sur notre retraite de silence. Donc tout est expliqué dans cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 1 heure, mais c'est parce que je parle beaucoup, vous le savez bien depuis depuis tout ce temps. Voilà, donc on a fait ça, et en fait il se trouve que c'est au retour de cette retraite de silence que j'ai décidé de démissionner. Donc en fait c'est tout à fait lié. Ensuite, autre résolution, autre projet qui était prévu pour l'année 2019, j'avais prévu de me former au coaching de couple, à l'accompagnement des couples, à l'accompagnement au coaching amoureux, donc love coach un petit peu, comment trouver l'amour, réussir son couple et tout le bazar, et aussi sexologie. Et c'est quelque chose que j'ai fait du coup en avril, mai et juin 2019. Et finalement j'ai démissionné en mars, et en avril j'ai commencé ma formation complémentaire, parce que moi je suis certifiée coach depuis 2 ans maintenant, et l'année d'après en fait j'ai décidé simplement de continuer à me former et de me spécialiser dans ce domaine là, vu que
C'est premièrement passionnant, deuxièmement tous mes clients et mes clientes ont besoin d'un accompagnement axé sur le couple et sur l'amour et sur les relations sexuelles et tout ça, et il y a énormément besoin de connaissances. En fait j'accompagne mes clients et mes clientes sur des thèmes amoureux depuis le début, vu que je coach beaucoup de personnes qui mentent et qu'en fait dans les mensonges il y a très souvent des adultères, donc c'est beaucoup lié à ça, le fait d'être amoureuse de deux personnes à la fois, d'avoir un amant, de ne pas savoir comment gérer tout ça. J'ai tout le temps ça à gérer dans mes coachings, et je voulais voilà, proposer peut-être un accompagnement plus précis, et je voulais voir si je faisais les choses bien jusque là. Il se trouve que je faisais ça comme il fallait. J'ai eu bien sûr beaucoup d'autres connaissances, beaucoup d'autres outils techniques pour les couples. J'ai appris notamment la médiation de couple, donc d'avoir les deux membres du couple et de gérer les disputes, de les apprendre à parler quand c'est vraiment un gros conflit. Et puis tout l'aspect sexologie qui est absolument fascinant, qui est magnifique et qui est merveilleux et qui ouvre l'esprit, voilà. Donc bon ben voilà, c'était vraiment super chouette, et donc cette formation je l'ai fait, j'étais certifiée, tout ça. J'avais également dit, alors bon ben là du coup c'est une résolution qui n'est pas réussie, c'est-à-dire que j'avais prévu de vendre mon programme. J'ai créé pour les personnes qui veulent arrêter de mentir un programme en ligne qui permet de les coacher en fait, c'est un coaching en ligne. Donc j'avais prévu de vendre ce programme, je voulais le terminer et le vendre. Alors il est quasiment terminé, il manque la dernière semaine en fait que je n'ai pas... En fait c'est une semaine bilan mais j'ai pas tout à fait terminé. Personne n'a acheté le programme pour l'instant, donc c'est un projet un peu raté. Je voulais vraiment vendre mon programme, je voulais réussir à aider des gens avec ça, et il se trouve que les gens n'ont pas l'air d'avoir envie de travailler sur eux tout seuls. Ils veulent des séances de coaching, ils veulent du conseil, ils veulent des vidéos, ils veulent me parler et m'écrire des mails, mais ils n'ont pas envie de faire des exercices de coaching. Donc je ne sais pas, peut-être que c'était pas une bonne idée de proposer ça. Moi j'adore les programmes en ligne, les trucs que je fais en autonomie, mais ça convient peut-être pas à tout le monde, donc bon, en tout cas je l'ai créé. J'avais dit aussi dans cette vidéo que je voulais rester alignée, que je souhaitais toute l'année 2019 rester alignée avec moi-même. Et ça c'est un truc que j'ai pas trop réussi à faire, malheureusement. J'ai eu une année 2019 compliquée. Extraordinaire et compliqué à la fois. J'ai commencé l'année 2019 en faisant cette retraite de silence qui a été une révélation merveilleuse. J'ai eu le déclic et j'ai décidé de démissionner. Je suis rentrée dans cette vie active d'auto-entrepreneur, où tu as la liberté parce que, entre guillemets, tu travailles quand tu veux, où tu veux. C'est merveilleux, c'est magnifique, et en fait ça veut simplement dire que tu travailles tout le temps et partout. C'est une année qui était compliquée aussi parce que Paul a été pas en forme en fait, et du coup ça a été difficile pour lui cette année, moi aussi. J'ai pas trop réussi à rester alignée en fait, c'est ça la question à la base, j'ai pas vraiment réussi à rester alignée, je me suis pas mal perdue en chemin, puis j'ai retrouvé mon chemin, mais ça a été une année un peu tumultueuse. J'avais aussi parlé dans l'autre vidéo du fait que je voulais avoir une parole impeccable, parce que c'est vraiment un défi de développement personnel pour moi. Ça correspond à la couleur Toltec, que ta parole soit impeccable. Et je trouvais que voilà, c'est vrai qu'avec les mots on peut se tromper, on peut faire du mal, on peut trop parler et du coup mal faire. Et je voulais vraiment revenir sur une parole impeccable, profiter de cette retraite de silence pour faire le point là-dessus et tout. Je sais que j'ai fait quelques progrès sur la parole impeccable, que je parle moins, sauf en vidéo, hein. Clairement en vidéo je parle, c'est comme ça. Mais j'ai réussi à faire un petit peu, mais c'est pas tout ça non plus. J'avais parlé aussi de faire une conférence. Paul est conférencier professionnel et du coup j'ai beaucoup été amenée à l'accompagner dans ce milieu-là, à découvrir beaucoup de conférences et de conférenciers. Et on m'a demandé pourquoi moi je faisais pas de conférences, et pourquoi pas en fait. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis... voilà, j'ai pas eu l'opportunité d'en faire, j'ai pas pris l'opportunité non plus. À certains moments j'ai eu des idées en me disant ah ben si en fait si je peux en faire une vidéo, je peux en faire une conférence, et puis après j'ai plus d'inspiration, donc voilà, je suis passée un peu comme ça. J'y pense toujours, pourquoi pas, voilà, je suis partagée entre le fait de tester une petite conférence
au moment où Paul en fait une, en profiter de l'occasion, ou carrément de m'inscrire à un TEDx et de faire un TEDx directement et de commencer par écrire écrire une conférence vraiment, parce que le TEDx c'est super cadré suivant ce qu'on fait, donc voilà, je sais pas trop, c'est pas, voilà, peut-être que je vais faire ça, peut-être pas. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire en 2019. J'avais parlé aussi au niveau donc de mon entreprise que je voulais dégager 2000 € de bénéfices dans un an, donc à cette période aujourd'hui, et puis si possible du coup me permettre de gagner plus d'argent encore pour avoir une équipe, travailler en équipe et tout. C'est absolument pas réussi, c'est même un énorme raté là-dessus. Je gagne aujourd'hui moins d'argent que l'année dernière en coaching. Voilà, comme je dis, j'ai eu une année difficile cette année. Il se trouve que l'année dernière, et depuis que j'ai commencé à faire du coaching jusqu'à ce que j'ai filmé la vidéo l'année dernière, j'ai toujours eu des clients. Toujours eu des clients qui payent. J'ai toujours coaché tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Et donc c'est parce que je gagnais un petit peu d'argent et que j'allais en gagner de plus en plus, parce que potentiellement si j'ai plus de temps de libre, je peux avoir plus de clients aussi. Et donc j'ai démissionné et en fait la vie m'a fait la merveilleuse surprise de me challenger. Un mois avant de quitter mon boulot salarié, je me suis retrouvée avec quasiment plus de clients. J'en ai eu quand même quelques-uns jusqu'au mois d'août. J'en ai eu des nouveaux qui arrivaient mais qui restaient pas trop. J'en ai eu pas beaucoup en fait. En fait j'en ai pas eu plus. J'en ai presque eu moins. Et à partir du mois de septembre de cette année-là, j'en ai quasiment plus eu. Donc j'ai eu des petits rendez-vous comme ci comme ça. Je fais toujours des coachings. En fait, je fais des coachings payants normaux et je propose régulièrement des coachings très peu chers, voire en participation libre. Parce que premièrement, je veux aider les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que deuxièmement, des fois j'ai des choses à apprendre en coachant des gens, j'ai des choses à intégrer, notamment le premier couple que j'ai accompagné en thérapie de couple, je leur ai proposé de les prendre comme cobayes, donc en participation libre. Et donc ça me fait pas gagner beaucoup d'argent, voire des fois presque rien, mais je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'aime ça, je le fais parce que je veux aider, je le fais parce que je veux apprendre. Et du coup, je me suis retrouvée en septembre avec que des clients comme ça. Donc pas beaucoup, deux en fait, mais... et plus de clients qui payent. Et alors je coachais toujours, hein, je coache toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais depuis le mois de septembre, je n'ai pas de clients qui payent. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce que tous mes clients sont 100% satisfaits depuis le début que je coach, tous. Tous les gens que j'ai eu par message, par téléphone, que je n'ai pas fait payer, sont satisfaits aussi. Et c'est hyper frustrant d'être doué, d'aimer ce qu'on fait et de ne pas avoir de clients. C'est hyper dur. Donc bon ben voilà, ça c'est très compliqué. Ce qui fait que comment vous dire que les 2000 balles de bénéfices, ça n'arrive pas. C'est possible, hein, c'est très possible que ça arrive un jour. Et peut-être même dans très peu de temps. Mais en vrai, dans les faits, aujourd'hui, je dégage plutôt 0 € de chiffre d'affaires que d'autres choses. Donc c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Après on a développé d'autres trucs avec mon chéri mais pour gagner des sous, mais en ce moment c'est plus lui qui gagne des sous que moi, c'est vraiment... L'année dernière j'avais parlé aussi du fait que je voulais avancer sur le projet d'avoir un enfant avec mon chéri. Alors, pour vous parler un petit peu de ça rapidement, il faudra que je vous en fasse une vidéo à part entière. Mon chéri vit avec la mucoviscidose, donc il a cette maladie qui est une maladie génétique et donc c'est une maladie qui se transmet par les gènes. Il a cette maladie parce que ses deux parents sont porteurs du gène de la mucoviscidose et en faisant des bébés, ben, ils avaient le risque d'avoir un bébé malade. Ça veut dire aussi que moi je suis peut-être porteuse du gène de la mucoviscidose sans le savoir. Parce que, bah, sachez-le, hein, une personne sur 30 en France est porteuse du gène de la mucoviscidose. Donc c'est énorme. Il fallait qu'on se renseigne parce que c'est une maladie qui rend... C'est pas une maladie qui rend stérile à proprement parler, mais les canaux déférents en fait qui font passer les spermatozoïdes dans le sperme pour sortir ou n'existent pas, ou sont bouchés. Du coup, ben, il y a effectivement du sperme, mais c'est du sperme sans spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes sont
bien au chaud et ne sortent pas. Donc on peut faire un enfant, mais il faut passer par une FIV en fait. Il faut aller prélever les spermatozoïdes là où ils se trouvent bien au chaud, et il faut prélever les ovocytes dans mon cas, donc avoir des piqûres aussi d'hormones et tout, faire une fécondation in vitro. Donc il y a ça comme possibilité. Toute l'année 2019 a été l'année où Paul voilà, a commencé à faire des tests. Moi j'ai également fait le test génétique pour savoir si je suis porteuse du gène de la mucoviscidose. Je n'ai pas encore tous les résultats. Donc bon, on voulait faire ces tests pour savoir, pour voir ce qu'on fait en fait. Et puis on avait parlé aussi de l'adoption. Et pour l'adoption, je me suis bien plus renseignée là-dessus cette année. Et il se trouve que il faut... En fait, moi je veux être mariée avant de commencer toute procédure d'adoption, parce que je veux avoir un livret de famille et je trouve que c'est hyper important d'avoir un livret de famille, offrir un cocon familial juridiquement aussi à l'enfant. Et puis l'autre critère qui va être absolument obligatoire, c'est qu'on ait de l'argent, parce que si on n'a pas d'argent, notre dossier ne passera jamais. Et quand on parle d'argent, il faut avoir de l'argent quoi. Hein, autant faire un enfant, tout le monde peut en faire, même quand t'as pas de fric et que t'es même dans la rue, que t'as pas de logement, tu peux faire un enfant parce que la nature te donne un corps qui te crée la vie. Mais par contre, quand tu veux adopter un enfant, t'es obligé d'avoir un salaire, d'avoir un revenu fixe, fiable. Il y a tout un tas de paperasse à faire, et c'est vrai que quand on est tous les deux en auto-entreprise, on est tous les deux avec des revenus qui sont très fluctuants. Je vous dis en ce moment, je gagne pas d'argent du tout, donc c'est pas gagné quoi, clairement c'est pas gagné. Et si l'année dernière j'ai parlé des 2000 € de bénéfices, c'est aussi parce qu'avec un montant comme ça, je sais que même si on est en auto-entreprise, ça peut passer quoi. Voilà. Donc peut-être que si je veux un jour adopter, je devrais reprendre un boulot salarié. Et si c'est ce qui est nécessaire de faire, je le ferai peut-être. Donc on a avancé sur l'idée, on a avancé sur les recherches et les projets là-dessus. Donc on peut dire que c'est un projet qui est réalisé. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans ce que j'avais dit pour 2019 et petit bilan, j'avais dit que pour cette année qui vient de se terminer là, je voulais me réengager plus dans l'écologie, parce que j'avais pas eu trop la tête à ça, et c'est chose faite. C'est loin d'être parfait, hein, mais c'est chose faite. Il se trouve qu'avec Paul, depuis qu'on habite ensemble, on s'est mis au taquet. Alors moi j'étais déjà au taquet, lui il y était pas du tout, mais il s'est mis 2 fois plus au taquet que moi. Et en fait on fonctionne pas trop en ce moment, je vous avoue, mais quand même sur la majorité de l'année 2019 on a fonctionné quasiment en zéro déchet dans notre consommation. Parce qu'en fait il faut que je vous explique, et enfin, si vous voulez je vous le montre, hein, mais je peux vous montrer comme ça on est bien. Est-ce que vous voyez ça là? Ça c'est une poubelle de dasserie. C'est une poubelle de déchets médicaux. Voilà. Et en fait des déchets non recyclables, on en a plein. On en a plein. Notre poubelle à ordures ménagères est toujours là, on l'a pas supprimée et remplacée par un petit bocal. On peut pas faire ça parce que Paul a un traitement qui est lourd, parce qu'il a eu 2 perfusions d'antibiotiques cette année, et que le matériel hospitalier crée énormément de déchets. Cette poubelle est un exemple, c'est que ça là, c'est un conteneur de dasserie qui contient que les déchets non recyclables et les déchets genre les pansements, les trucs en rapport avec le corps, qu'on ne peut pas mettre à recycler. Et ça c'est pour 1 semaine de perfusion d'antibiotiques. Parce que son traitement est énorme en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. S'il prend plus de médicaments, il meurt dans les heures qui suivent. Donc, pas dans les heures mais dans les jours quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer ça. Et il a eu besoin de faire des perfusions cette année, donc il y a eu beaucoup de déchets. Donc des déchets on en a plein. Mais par contre, tout le reste, je veux dire, on fait nos courses au Biocoop, on fait nos courses avec des sacs à vrac, on achète... 0 déchet la plupart du temps, en tout cas 0 plastique. Moi je continue ce que je fais déjà dans la salle de bain, donc voilà, on a des déchets c'est sûr, mais on a une grande majorité de déchets recyclables. On sort quasiment jamais notre poubelle de déchets d'ordures ménagères, en fait on la sort peut-être 1 fois par mois, ou même un peu moins. donc voilà, c'est vrai que
On s'est réengagé là-dessus, on s'est engagés tous les deux. À chaque fois qu'il court, il ramasse des déchets. On a ramassé beaucoup de déchets cette année. On a fait beaucoup de nettoyage de notre nature qui est sublime et qui est juste à côté de nous. Et voilà, après j'ai aussi eu clairement des grosses rechutes. J'ai eu aussi un ras-le-bol parce que je me suis rendu compte quand on est allé notamment au Havre que dans des régions comme le Havre, il y a les plastiques qui sont recyclés, et alors qu'ici certains plastiques ne sont pas recyclés. Il y a beaucoup de choses qu'on jette ici parce que notre Sictom ne les recycle pas, mais au Havre par exemple, bah, c'est recyclable. Donc je me suis dit, mais si on habitait là-bas, on n'aurait plus de déchets quoi en fait, vu les déchets qu'on achète. Et par exemple les sachets individuels de thé qui sont enrobés dans du plastique transparent là, ça c'est un plastique qui est recyclable au Havre par exemple, et pas ici. Donc nous en fait tous ces déchets là on essaye de ne pas du tout les acheter parce que si on les achète ça nous fait un déchet ultime, alors que dans d'autres régions ce serait recyclé. Mais bon, et moi il y a des moments où j'ai dit ah c'est bon ça m'a saoulé, et donc j'ai eu des petites rechutes. Pas beaucoup, mais j'en ai eu quand même. On a d'ailleurs créé une page sur notre site internet respectif, hein. Donc moi si vous allez sur coriestournée.com, vous allez avoir un onglet éthique et écologie, et vous allez avoir, ça va reprendre ma vidéo sur mon parcours minimaliste, éthique, écolo, bio et tout ça, et ça va reprendre un peu toutes les informations toutes les choses que je fais sur ce thème là, tous les engagements qu'on a, et du coup, bah, par défaut, vous voyez bien ce qu'on n'a pas, hein, parce que ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui reste encore à améliorer, et il en reste plein. Voilà, ça c'était toutes mes résolutions de l'année dernière, tout mon petit bilan, rétro-planning de l'année 2019. Du coup, je voudrais compléter un petit peu avec, en répondant aux questions du tag un peu à l'arrache. Il y a une des questions qui est « Qu'est-ce qui a le plus changé cette année finalement ?» avec tout ce que je viens de vous dire. Et je dirais que mon plus gros changement cette année 2019, ça a été vraiment de passer dans une vie d'auto-entrepreneur, d'auto-entrepreneuse. Vraiment ma démission et ce qui en a découlé ensuite, c'est vraiment ce qui est le plus marquant pour mon année 2019. L'année 2019 restera à jamais mon année de ma démission. Après, il y a il y a une question qui demande un souvenir marquant en 2019, et en fait, je me rends compte que j'en ai même pas parlé là, mais bah, c'est le fait que je suis passée sur France 2. Ça, je crois que ça... Alors je sais pas si ça va être le souvenir que je vais garder de l'année 2019, parce qu'il y en a eu quand même bien d'autres aussi, mais je suis quand même passée sur France 2 quoi. Donc bon. Ensuite j'ai ajouté cette question pour compléter un petit peu, qui est quelles sont les déceptions, les remises en question, les ratés de cette année 2019. Premièrement le sport. Le sport parce que j'ai fait du sport en 2019, en hiver surtout, et en fait j'ai eu des douleurs qui sont apparues, des choses que je n'arrivais pas à gérer au niveau de la course à pied, et j'ai dû arrêter de courir et faire moins de randonnées. On n'en a pas fait beaucoup non plus parce que voilà, les pattes tellement bien et qu'on pouvait pas, et moi je fais pas des randonnées toute seule perso. Après un autre échec un peu de cette année, c'est le fait que je me suis pas vraiment projetée en 2019. Ça c'est vraiment un problème pour moi. J'ai commencé l'année, j'ai démissionné, je savais que j'allais faire ma formation d'accompagnement de couple, et en fait à partir du mois de juillet, les choses ont commencé à ne plus bien se passer. Je m'étais dit que j'allais prendre des vacances, comme d'hab, même si j'étais en auto-entreprise, que je prendrais des vacances. Au final, je n'ai pas pris de vacances, et les vacances prévues, on n'a pas pu les faire, parce que quand on s'était dit qu'on arrêterait de travailler pendant au moins une semaine, ben Paul a eu des propositions de conférences payées, donc il a travaillé pour gagner de l'argent. Du coup, on a décalé la date. Après, il a plus été en bonne santé, il a fait une perfusion, il est parti faire sa retraite dans un monastère. Moi j'ai fait mon test et mon défi de solitude, qui est d'ailleurs en vidéo sur cette chaîne. Au mois d'août, je commençais à paniquer parce que je voyais bien que j'avais plus de clients, que mes contrats de coaching s'arrêtaient parce que ça en arrivait au bout. Voilà, je me disais mais attends, mais si au mois de septembre j'ai pas de clients, ça veut dire que j'ai pas de sous, si j'ai pas de sous ça veut dire que... Enfin bref, et après les peurs se mettent en place, et le scénario du pire aussi et tout le bazar. Donc en août j'ai eu vraiment très peur et j'ai pas réussi à arrêter de travailler. J'ai pas réussi à faire une pause parce que j'étais trop en flip de septembre, mais à la fois je me disais bon bah c'est l'été, c'est normal qu'il y ait une pause en septembre, après la rentrée des classes ça va reprendre, c'est en général la période où ça reprend les coachings. Et en fait
et en fait ça n'a pas repris. Voilà, donc j'ai mis en place d'autres trucs. J'ai créé mon site arrêterdementir.com. J'ai mis en place une communauté sur Facebook, j'ai mis plein de choses en place pour les menteurs, j'ai travaillé beaucoup pour développer mon entreprise sans que ça me rapporte de l'argent. Je change de sujet un peu, mais j'ai parlé du fait qu'on a fait évoluer notre positionnement par rapport au fait de faire un bébé et étant donné que je ne peux pas tomber enceinte spontanément, j'avais plus de raison de garder mon moyen de contraception. Je voulais enlever mon stérilet, j'avais un stérilet à hormones, je voulais arrêter de prendre des hormones, ça fait des années et des années que je prends des hormones et je voulais arrêter. Et du coup j'ai commencé en septembre aussi à retrouver un cycle hormonal normal. Et du coup j'ai redécouvert mon corps, je suis revenue à, voilà, à la découverte de mon corps de femme, de mon cycle, et c'était une belle aventure, mais à la fois dure à gérer parce que je me suis retapé des règles comme j'avais avant, donc des règles qui sont douloureuses, qui sont abondantes, et qui me mettent dans des émotions compliquées. Quand ça arrive, je ne peux pas travailler, j'ai une journée où je ne travaille pas parce que je peux pas, parce que j'ai mes règles et que j'ai trop mal et que je suis pas bien et que voilà. Alors j'ai pas d'endométriose, hein. J'ai fait vérifier ça avec ma gynécologue, mais j'ai quand même très très mal. Du coup ça fait que mon année a été beaucoup plus compliquée et là sur la fin d'année, voilà, j'ai pas eu de vision de... Je me suis pas projetée, j'ai pas eu de vision de mon année et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire pendant l'été. J'ai passé l'été comme il est venu. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire pendant le mois de septembre à la rentrée. Et j'ai pris le mois comme il est venu. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire en octobre, novembre, décembre. Et j'ai pris les jours et les semaines et les événements comme ils sont venus. J'ai avancé à tâtons, j'ai avancé au feeling, j'ai avancé sans avoir de vision claire de là où j'allais. J'ai quand même avancé, mais c'était vraiment très inconfortable et ça je veux pas le reproduire l'année prochaine, c'est mort. Du coup tout ce travail, tout ce stress et toutes ces aléas de vie cette année ont fait que mais il y a eu beaucoup moins de fun dans ma vie. Je me suis pas beaucoup amusée, j'ai pas eu le temps de profiter de mes amis, j'ai pas eu le temps de profiter de quoi que ce soit en fait parce que ça a été une année qui est passée très vite, qui était très très chargée et à la fois difficile à vivre, voilà, donc beaucoup moins de fun cette année. La quatrième question, c'est quel est l'enseignement de l'année? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Quel est l'enseignement que je retire de ce que j'ai vécu cette année? Et en fait, c'est lié à ce que je viens de dire, c'est que, étant donné que j'ai galéré avec un manque d'objectifs, un manque de vision, et que je me suis laissée porter par le flot de la vie, je me rends bien compte que c'est pas une bonne chose, une bonne idée. Et du coup, l'enseignement, c'est qu'avoir une vision claire, ça permet de savoir où on va, et quand on sait où on va, on sait spontanément comment on y va, la plupart du temps. Et pour finir sur une note positive, la question 5 c'est quelles sont les fiertés cette année, de quoi tu es fière cette année? Alors cette année je suis hyper fière d'avoir eu le courage de démissionner. Ça a beau être une expérience compliquée, c'est une expérience hyper enrichissante. Je suis ravie d'avoir eu le courage de faire ça. Autre chose dont je suis très fière cette année, du coup, c'est tout l'apprentissage que je fais sur moi. Me rendre compte que la place, alors ça j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vais pas développer, mais bon, je dis juste comme ça, la place que prend le mensonge dans ma vie, avec mon métier et mon passé de menteuse, l'apprentissage que je fais sur moi au niveau de mon développement personnel en tant qu'auto-entrepreneuse dans le monde du développement personnel, j'apprends beaucoup de choses. Ce que j'apprends sur moi aussi grâce à mes règles, grâce à mon cycle. Je suis hyper fière aussi de mon amoureux, du couple qu'on a et de ce qu'on accomplit ensemble parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble et je suis très très fière de ça. D'avoir créé mon groupe sur Facebook qui est un groupe qui est privé pour les personnes qui veulent arrêter de mentir. Je suis très fière de ce groupe, il me fait beaucoup de bien à mon petit cœur même si c'est quelque chose qui est gratuit donc qui ne me rapporte pas d'argent. J'y passe du temps mais je ne gagne pas d'argent mais ça me fait beaucoup de bien d'aider en fait des gens qui ont besoin d'aide. Voilà, ça me fait du bien. Dernière chose dont je suis fière, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est que on a décidé avec mon chéri de mettre en place des ateliers de développement personnel et c'est des ateliers qu'on anime en présentiel chez nous. Donc là, la pièce dans laquelle je suis, c'est ma pièce de coaching, hein, c'est sur ce canapé là que vous voyez peut-être par ici. C'est ici que je reçois mes clients en coaching. Quand j'ai des clients dans la région, quand ils sont à distance, je les ai par téléphone.
Et on a décidé du coup de mettre en place des ateliers sur des thèmes très variés qui sont liés au développement personnel. Si par hasard, si par tout hasard, vous êtes dans la région et que vous aimez le développement personnel et que vous avez envie de participer à un de nos ateliers, c'est tout à fait possible. Il vous suffit du coup d'aller, de vous rendre sur mon site internet et d'aller sur l'onglet atelier, et en fait voilà, il y a écrit que Paul et moi on s'est mis à organiser des ateliers. C'est le samedi matin, c'est tous les samedis de 9h30 à 12h30. C'est sur réservation uniquement, il faut réserver sa place, sinon c'est pas possible. C'est sur le principe de la libre participation financière, donc chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et en fait ici vous avez les dates, donc ça c'était les dates de 2019 qui sont terminées. Et après vous avez les dates de 2020. Et voilà, il y a plusieurs thèmes qui se déclinent, hein, donc j'ouvre pas tout, mais voilà, il y a plusieurs thèmes. Et à chaque fois que quelqu'un vient, on fait un thème différent. Et en fait ça on le fait vraiment tous les deux en couple. C'est vraiment génial, ça nous fait vraiment plaisir, c'est vraiment fantastique et ça nous rend très heureux. Donc on a prévu des dates sur tout janvier, tout février et tout mars. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Cette vidéo doit être immensément longue. J'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve très bientôt dans la vidéo résolution et projet pour 2020. Il y en a beaucoup. Et j'ai hâte de vous filmer ça et de vous parler de tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.